Connais-tu la géologie du rocher percé? Le rocher percé, c'est un gros rocher au large de la péninsule de la Gaspésie. En fait, il a été détaché du continent à cause de l'érosion. Je suis Anne-Sophie, je suis géologue, je travaille au Québec. Alors, quelle est sa géologie? Quelles sont ses caractéristiques? Pourquoi il s'érode? Quelle est son histoire géologique? On rencontre Jacques aujourd'hui, c'est un expert du rocher percé. Alors, je te présente cette entrevue que j'ai faite avec Jacques. Bonne écoute! Je t'invite à liker et à t'abonner à ma chaîne pour me faire connaître un peu plus. Alors, au juste, Jacques, vous êtes guide touristique? En fait, c'est garde-parc naturaliste, ce qu'on appelle ici là, dans les parcs nationaux du Québec. Je suis là pour faire un peu de la réglementation, puis aussi faire de l'entertainment, c'est-à-dire animer des activités d'interprétation sur notre bonbon, c'est la colonie de fous de bassin là, qu'on a sur l'île Bonaventure, qui fait aussi partie du parc, qui est la plus grande en Amérique du Nord, la deuxième plus grande au monde, en théorie. Puis on a aussi un volet géologique, d'où la raison de l'existence du parc, là, c'est surtout pour sa richesse géologique. Et le rocher percé, qui est un icône, je dirais, historique depuis le régime français, là, qu'on en parle dans les écrits de Jacques Cartier ou encore dans. Bon, malgré que Jacques Cartier n'en a pas parlé, mais il a parlé de l'île Bonaventure, mais Champlain avait nommé l'endroit l'île Percée. Alors, c'était comme. C'est un icône qui existe depuis longtemps, là. Donc, ça veut dire que depuis longtemps, on connaît ce rocher percé, depuis longtemps, on l'observe. Donc, le rocher s'est détaché de la falaise initiale, du bloc de la formation géologique, en fait. C'est ça, oui, à cause de l'érosion, bien sûr. Il date quand même de 400 millions d'années. Fait que les gens, souvent, sur les bateaux, ils disent le rocher percé a 400 millions d'années, mais c'est la roche du rocher percé qui a C'est 400 ça. millions d'années, parce que sous cette forme-là, il existe peut-être 4000 ans, là. Fait que, en fait, puis il y avait probablement plus de trous, moins d'érosion, parce que le niveau de l'eau en fait, c'est le niveau du continent qui a changé de position. Ce qui fait en sorte que l'érosion est plus intense maintenant parce qu'on a atteint comme un équilibre dans le niveau de l'eau, là. Oui, parce que la croûte terrestre remonte tranquillement, en fait. Dans les 3 derniers milliers d'années, ben là, elle est remontée un peu plus. Puisque la croûte terrestre remonte, donc là, la falaise s'agrandit, la partie visible au-dessus de la mer s'agrandit, donc elle est beaucoup plus sensible à l'érosion. Puis les stratifications sont verticales pour la plupart des formations de percée parce qu'on est sur un anticlinal qui a été érodé depuis la dernière formation de la Pangée. Alors, depuis ce temps-là, tranquillement, l'érosion fait son effet et éventuellement, là, on est rendu au littoral. Fait que l'érosion littorale, à l'époque, n'était pas présente, mais aujourd'hui, et depuis, je dirais, 5000 ans, elle est beaucoup plus présente, là. Donc si je comprends bien, vous avez un anticlinal qui se trouve vraiment à la pointe, localisée à Percé, en fait. Donc les couches sont plutôt verticales, finalement, dans les flancs. Est-ce qu'on voit la partie, du sommet de l'anticlinal? Ouais, complètement érodé, puis c'est même déposé dessus la plus jeune partie de la Gaspésie, qui est en fait une formation du Carbonifère, qui a D'accord. plusieurs centaines de mètres d'épais et qui est une alternance entre du conglomérat et du grès. Et ça, c'est horizontal. Donc, les vieilles Appalaches de l'époque, il y a 300 millions d'années, se sont érodées et se sont déposées dans le synclinal de la baie des Chaleurs. Parce que notre anticlinal de Percé continue sous la forme d'un synclinal vers la baie des Chaleurs et retourne au Nouveau-Brunswick, qui est la province au sud, avec un autre anticlinal et un autre synclinal. Fait que c'est une succession d'anticlinaux et de synclinaux. D'accord. Puis aussi une représentation qui a été faite par le ministère des Ressources naturelles du Québec qui montre la succession d'anticlinaux et de synclinaux qui part du nord de la nord de la Gaspésie et qui se suit comme ça jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc le rocher percé, en fait, c'est la partie de l'anticlinal. On l'imagine avec une stratification verticale, c'est bien ça? Tout est à la verticale. En ce OK. moment, sur le rocher, il y a quand même du gel, dégel, puis une petite accumulation d'agrégats sur le dessus où il y a la végétation qui pousse. Mmh. Parce que connaissant l'expression pierre qui roule n'amasse pas mousse, on a plutôt tous les affleurements rocheux de la région de Percé sont tous nus. Ils n'ont pas de végétation dessus parce que l'érosion est dynamique, constante. Donc, Ouais. les falaises, c'est-à-dire les vagues frappent les bas de falaise et ça finit par s'effondrer tranquillement.
Alors, c'est Ouais, vraiment, il y a des endroits où c'est vraiment comme à la verticale, là. Et le rocher d'accord. percé est vraiment à la verticale. On calcule qu'il perd approximativement 2 à 300 tonnes de roches par année. Hmm. Fait que c'est quand même une grande quantité. Bon, ça fait 20 ans qu'on dit ça, là. C'est sûr Oui. que sur les bateaux, ils disent qu'ils pèsent 5 millions de tonnes et qu'ils perdent de 2 à 300 tonnes de roches par année. Mais quand ça fait 10 ans, ben, on pourrait faire un petit calcul. Mais à l'échelle géologique, là, ils pèsent encore des millions de tonnes, là. Est-ce que cette érosion est perceptible à l'œil? Est-ce que vous faites, à chaque printemps un bilan de ce que le rocher a perdu? On fait, on voit qu'au printemps, à la base du rocher, il y a beaucoup de cailloux anguleux. Donc, parce que sinon, c'est des plages de galets en Gaspésie, surtout. Il y a quelques endroits, il y a du sable, c'est parce qu'il coule sur du grès. Mais ici, c'est vraiment du schiste, du calcaire, du conglomérat et du grès, ce qui fait en sorte qu'il y a un mélange de tout ça, mais c'est surtout le galet arrondi, émoussé, qui montre qu'il y a une certaine érosion. Et au printemps, des fois, quand on va faire soit une randonnée en titre de formation, bon, on voit beaucoup de cailloux anguleux à la base du rocher. Mmh. Donc, ça s'est effondré à un moment ou à un autre, mais assez récemment, là. Ouais. Et l'hiver, est-ce qu'il y a beaucoup de glace, beaucoup de neige qui reste bloquée autour, du rocher percé, puis qui vient, comme le protéger ou, quelle est la dynamique en fait, pendant l'hiver? Et depuis une dizaine d'années, il n'y a plus de formation de banquise qui se crée Mmh. dans la région de Persigny, en Gaspésie, à cause du réchauffement climatique. Les eaux sont beaucoup plus chaudes. Il fait beaucoup plus chaud l'été. Donc, le bilan thermique fait en sorte qu'on n'a plus de création de banquise. Alors, ce qui fait que les vagues, dynamiquement, frappent énormément la base du rocher et accélèrent le processus à un point qui n'est pas calculé encore, mais on se disait que s'il pèse tant de tonnes et il en perd tant par année, on disait qu'au bout de 15 000 ans, il n'y aurait plus de rocher. Mais si la tendance se maintient, on va peut-être le perdre avant, là. OK, donc ça s'accélère parce que la banquise, la glace à la base du rocher protégeait en fait le rocher percé des vagues, de l'eau salée? Un peu comme, euh, un peu comme des algues, une forêt d'algues qui pousserait sous l'eau. Mais quand la vague arrive, ben, elle fait en sorte qu'elle est arrêtée parce que justement, il y a une flore plus importante là, qui ralentit la vague ou la dynamique de la vague. Donc, il n'y a plus la protection grâce à la glace. Est-ce que aussi, avec la tendance du réchauffement, est-ce qu'il y a plus de tempêtes? Est-ce qu'il y a les vagues sont plus imposantes, sont plus fortes? Il y a plus de tempêtes de vent, ce qui fait que du sud surtout, parce que c'est la zone exposée visuelle. Pour aller voir l'autre côté, il faut aller en bateau. Mais de ce côté-ci, lorsqu'on est au quai, au port de mer où on prend le bateau, on voit très bien le rocher percé dans la forme qu'il est en ce moment. Alors, à ce moment-là, c'est la partie visuelle qu'on voit le plus souvent, mais même si moi, quand j'étais jeune, je venais passer mes étés à Percé euh, avec la famille, ben, on avait notre roulotte installée devant. Puis pour moi, il n'a pas changé. Si je Mmh. calcule, il y a toujours sa forme principale avec un trou et l'obélisque qui est au bout. Bien sûr, plus attentivement maintenant avec les photos, puis les photos anciennes, les photos plus récentes, on voit bien que l'obélisque, il accélère son déclin. Puis probablement à Mmh. cause de la mer les vagues sapent à chaque 365 jours par année. Mmh. Et quand les tempêtes sont là, on voit bien là, qu'il y a comme un recul plus important là, de la base du rocher, où il y a comme des petites arches là, qui se créent. Et les morceaux D'accord. plus anguleux en haut, là. Le gel OK. dégel doit aussi faire quelque chose parce que vu que les stratifications sont verticales, l'eau pénètre entre les couches, les strates, puis éventuellement, gel, dégel, il y a probablement une brisure qui se fait à cet endroit-là. Et il ne faut pas être en dessous. Non. Non. On tolérait à l'époque là, une petite visite de plusieurs personnes là, au Rocher Percé, mais on les sensibilisait aux dangers qu'il pouvait y avoir aux roches glissantes, aux roches en demi-cercle et à l'instabilité de certains cailloux parce qu'il n'y a pas de sentier aménagé. Mais depuis 2 ans, on a une petite équipe là, qui fait en sorte qu'on n'y va plus. Pour protéger la faune, surtout les oiseaux qui viennent nicher sur l'île, là, qui se nourrissent Mmh. autour, qui se reposent et tout ça. Et puis aussi à cause des dangers. Il y a eu beaucoup Oui. d'accidents fâcheux qui ont laissé des traces dans l'histoire Ah oui? récente de Percé, ouais. La J'imagine. paroi est comme ça, puis les gens se promenaient comme Ouais. ça, là.
Mm. pas conscients du danger, même si à l'occasion quelques chutes de roches, parce que ça tombe tout au long de la saison. C'est Ouais. sûr, probablement plus au printemps, peut-être à l'automne aussi à cause du gel des gels, mais sinon, la Ouais, il y a des gravité faisant son oui. œuvre. Ouais, Et c'est du exactement. calcaire, alors c'est plus solubilisant là, par l'eau chargée de, mettons, d'un peu de gaz carbonique, mais éventuellement, ça crée des faiblesses à des endroits. Alors finalement, quelle est la géologie de votre parc? Parce que vous avez parlé de conglomérats, de calcaire. Qu'est-ce qu'on a en fait dans votre parc comme différentes roches? Comment elles sont disposées entre elles? On a S'organisent? 5 formations rocheuses qui sont toutes issues durant la période paléozoïque. Donc, ça a commencé durant le Cambrien. Après ça, on monte au l'Ordovicien, Silurien, Dévonien, sauf la partie Permien, où on n'en a pas en Gaspésie. Mais si je parle de Gaspésie administrative, les îles de la Madeleine en font partie et il y a un petit peu de formation du Permien là-bas. Alors, tout ça a été comme réglé à la période où la Pangée s'est créée, formant un grand cordon en Amérique du Nord qui s'appelle les Appalaches. Et la partie québécoise des Appalaches, c'est la Gaspésie. Après ça, il y a un prolongement sous le golfe Saint-Laurent qui se rend jusqu'à Terre-Neuve. Et ensuite, à l'époque, rattaché aux Calédonides et aussi aux Mauritaniques qui étaient en Afrique. Alors, tous ces continents-là se sont assemblés ensemble et ont ramassé ce qu'il y avait dans l'océan Iapetus et ont sorti ça sous la forme de ce que je disais tout à l'heure, là, des successions d'anticlinaux et de synclinaux. Et l'érosion, ayant fait son œuvre depuis 250 millions d'années, on se retrouve aujourd'hui avec des affleurements rocheux qui sont près du littoral gaspésien. Alors, quand on arrive à percer, chacune des couches est présentée parce qu'on est au bout complètement de la Gaspésie. Donc, ouais. Habituellement, à la partie où on est en ce moment, on aurait plutôt tendance à voir plutôt du Silurien et du Dévonien. Mais à cause de l'érosion intense, le centre du village de Percé est bâti sur le Cambrien. Tellement il y a une érosion importante, c'est une partie qu'on retrouve surtout au nord de la Gaspésie parce que lors de la poussée ou de la fermeture, les premières formations de roches sédimentaires qui se sont installées, ça a été le Cambrien et le Silurien et l'Ordovicien. Alors, quand on regarde sur une carte géologique du nord de la Gaspésie, on trouve tout ça, mais à peu près sur la pointe gaspésienne, c'est-à-dire sur la pointe de Percé, il n'y avait pas ça, sauf cet affleurement rocheux-là qui est dégagé à cause de l'érosion littorale, là, qui laisse paraître, entre autres, un cap qu'on appelle le cap Canon, qui est une maison ancestrale là, sur laquelle on la reconnaît bien parce que c'est OK. alors, la maison qui est là a été construite par un peintre américain qui est venu s'installer en 1887. Il n'y avait pas de route à l'époque. Les gens venaient ici en bateau. La maison, donc, le Cap Canon est comme un affleurement de cette formation du Cambrien, là, qui date de 500, 540 millions d'années. Ensuite, de chaque côté, ben là, c'est comme si vous aviez un gâteau, vous mettez plusieurs couches, vous coupez le sommet, et là, vous vous retrouvez avec de chaque côté les parties un peu plus vieilles. Au centre, le plus vieux, pardon, et après ça, plus on s'éloigne vers les côtés, pour ce qui est d'un anticlinal, plus on retrouve de la jeunesse. Et donc, on a du cambrien, du silurien. Ça tourne autour du schiste argileux, surtout pour les périodes les plus vieilles, parce que c'est des sédiments qui sont petits, donc ça se dépose souvent lointainement dans l'océan. Et des parties plus jeunes où là, ça commence à fermer, comme le Rocher Percé, c'est un récif très riche, donc des eaux peu profondes, beaucoup de lumière qui entre et beaucoup de vie, surtout dans type mollusques, gastéropodes, ou ancêtres des crustacés, surtout le trilobite qui est bien connu là, pour les paléontologues. En fait, c'est une des manières les plus faciles de dater des roches sédimentaires, surtout plissées, ce qui est notre cas en Gaspésie. C'est sur 300 mètres que s'étalent ces différentes couches de roches. Une des raisons aussi pourquoi le géoparc est présent ici, c'est que c'est exceptionnel de voir sur la pointe gaspésienne, à l'est, une formation qu'on devrait retrouver au nord plutôt. Donc, parce qu'ils ont été les premières à être sortis là, lors de la collision pour la création de la Pangée. Quels sont les différents types de roches en fait dans la nature? C'est des roches sédimentaires. En Gaspésie, c'est 95 de roches sédimentaires. Il y a quelques petits massifs dans le centre de la Gaspésie qui sont des intrusions de rochiniers. Et un autre morceau qu'on appelle les chic-chocs, parce que les gens pensent souvent que toute la Gaspésie, c'est tout des chic-chocs, mais il y a juste un petit massif dans le centre qui est en fait un morceau de croûte océanique qui, lors de la poussée, euh,
s'est décollé de la côte originelle et s'est déposé sur le dessus de la Gaspésie. Il fait partie d'un autre parc national qu'on appelle le parc national de la Gaspésie. Mais majoritairement, c'est de la roche sédimentaire, donc du calcaire, du schiste. Le rocher percé, c'est majoritairement du calcaire, mais tout ce qui est autour, qui est un petit peu plus vieux, c'est du schiste, grès, quartzeux. Et dans le rocher percé, exceptionnellement, on retrouve jusqu'à 150 espèces de fossiles qui tournent autour de ce que je disais, là, entre autres les mollusques, gastéropodes, coraux, quelques traces d'échinodermes comme des crinoïdes. Et éventuellement, ici, ce n'est pas une place à poissons comme le parc national de Miguacha. Et le conglomérat, qui est la plus jeune partie de la Gaspésie qu'on retrouve sur la pointe de Percé et qui longe tout le sud de la Gaspésie. Il n'y en a pas du côté nord. C'est les vieilles Appalaches qui se sont érodées et qui se sont déposées dans le bassin au sud de la Gaspésie qu'on appelle le synclinal de la baie des Chaleurs et qui, lui, contient une alternance entre du conglomérat et du grès. C'est la zone la plus récente de la Gaspésie. Revenons aux fossiles. Est-ce qu'il y a des découvertes qui ont été faites à cet endroit-là spécifiquement? Pas vraiment, je dirais. C'est plus une multitude, une variété, une diversité qui ont laissé des traces. Sauf que dans la littérature, on parle d'une espèce de trilobite assez gros, assez important, qui aurait laissé son nom. D'ailleurs, on l'aurait trouvé seulement dans la formation du rocher percé. Et donc, c'est Perséis, son nom latin, là. C'est le seul, mais j'ai pas lu ça à beaucoup, beaucoup d'endroits. Ils n'en ont pas fait une éloge très importante. Et j'en ai jamais vu. Donc, quand on se promène dans le parc, est-ce qu'on voit des fossiles facilement? Non. Non. Dans la partie où on peut vraiment circuler, c'est sur l'île Bonaventure. Et dans la formation du Carbonifère de l'île Bonaventure, il n'y a pas de fossiles. On pense que c'était une mer intérieure où il n'y a pas salée, douce, d'eau douce, qui est en fait un bassin qui se remplissait régulièrement d'eau, mais qui finissait par s'évaporer. Et donc, il y a seulement quelques traces d'arbres pétrifiés à certains endroits seulement. Mais vraiment, globalement, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Dans l'autre partie du parc et le Rocher Percé, c'est inaccessible maintenant. Donc, on ne peut pas non plus, dans un parc national, récolter quoi que ce soit. Alors, Non, si c'est jamais ça. il y a des gens qui s'y aventurent lorsqu'il n'y a pas de surveillant, ben, ils ne peuvent pas ramasser de fossiles. Et ce n'est pas en se penchant tout simplement qu'on va voir des fossiles. Il faut être un petit peu curieux, regarder chaque roche, puis à un moment donné, il y a des couches probablement plus riches en fossiles que d'autres. Parce que le rocher percé a quand même une épaisseur de 88 mètres. Puis on voit que c'est bien des strates horizontales qui s'étalent du côté nord du côté sud. Donc, il y a probablement à l'intérieur de ça des périodes où la fossilisation était plus importante ou plus efficace, faisant en sorte de laisser plus de traces dans ces couches-là. Alors, si les gens rencontrent des fossiles, est-ce qu'ils doivent les déclarer, les laisser en place? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? C'est quoi le protocole? Sur la plage publique de Percé, ils peuvent trouver des fossiles aussi, des fois des traces puis non, ils peuvent les garder pour eux. Si c'est sur la plage publique, il n'y a pas de problème. Si c'est au rocher percé, bien sûr, il serait mieux de les ramener puis, ou d'en savoir plus. À ce moment-là, il y a les naturalistes qui sont présents au parc peuvent leur donner quelques indications sur les fossiles en place, mais pas énormément, là. On n'est pas des spécialistes en géologie, mais on est des interprètes. Donc c'est interdit de récolter les fossiles dans les parcs, en fait? Dans les parcs nationaux, oui. Alors si on revient à l'érosion, donc c'est perpétuel, Toujours en évolution. avez-vous des traces que le rocher percé avait une autre forme? Oui, ben, on a des traces des gravures et 2 gravures, entre autres. Une qui date de 1686 où un intendant, à la solde de la Nouvelle-France était venu régler un conflit entre pêcheurs à Percé et il avait dessiné comme vue, ça fait penser un peu à une vue de drone et montré le petit rocher percé avec 2 trous à l'époque. Mmh. On voit aussi d'autres photographies qui montrent en 1938 que justement l'arche, parce que c'est connu dans la littérature que la première arche s'est effondrée en 1845. Ils élaborent le fait qu'un éclair aurait frappé l'arche et bon, c'est pittoresque, mais d'après moi, c'est l'érosion qui fait son effet. Parce que si constamment il y a une érosion à la base, ben, le soutien
des couches de roches qui sont libérées mettons, du support vis-à-vis de la terre ferme, ben, ça finit par lâcher. Éventuellement, en s'amincissant comme ça, il y a certaines zones autour des trous, entre autres, où c'est beaucoup plus fragile. Et en Mm. 1845, il y aurait eu cet effondrement-là. Moi, je pense que c'est plutôt le bruit que ça a fait quand ça a tombé qui a donné l'impression que c'était le tonnerre ou un éclair. En 1950, il y a quelqu'un qui faisait le tour du rocher et qui a photographié une partie qui était reliée à l'obélisque d'aujourd'hui. Donc, un petit obélisque qui est à côté. Et il montrait une petite arche dans le sens contraire des deux trous qui sont en ce moment. Et cette arche-là, il est revenu l'année d'après, il a pris une photographie où le petit obélisque, un amoncellement de matériaux, était tombé. Donc, cette arche-là, on sait visuellement qu'il y avait trois arches. D'accord. Une plus petite. Mm. Et si on va plus loin un peu, on peut soupçonner que derrière le rocher, il y a un autre petit piton rocheux, un autre petit obélisque qui était probablement rattaché à la masse principale et qui s'est effondré aussi, là, on ne sait quand. Dans les années 1760, lors de la conquête anglaise, l'amiral Wolfe, avec son armada, est passé à Percé. Et un des membres d'équipage, qui s'appelle Harvey Smith, a fait une gravure qui montre les deux arches à l'époque avec l'île Bonaventure au loin à gauche et le Mont Joli qui est juste à côté. Les gens pensent souvent d'ailleurs que le Mont Joli était rattaché au rocher. En fait, le rocher Percé à 400 millions d'années, puis le Mont Joli à 420 millions d'années. Donc, il est appuyé un sur l'autre, puis ce n'est pas le même type de roche. Mais le rocher, lui, était attaché à une partie beaucoup plus loin, qu'on appelle le Cap Barré, qui est la même formation rocheuse. Alors, quelqu'un qui passe des vacances dans votre région, autour du Rocher Percé, quelles sont les activités géologiques que les gens peuvent faire? Dans notre parc, nous, on a une activité, ben, déjà en bateau, quand on fait la croisière pour aller autour de l'île et du rocher, parce qu'on ne fait pas le tour complet du rocher, il y a un tombolo qui sépare la terre ferme du rocher principal, qui est comme une île à part, et à marée basse, cette partie-là se dégage. Et donc, on ne peut pas faire le tour complet. Mais quand on va derrière, on peut voir un peu les structures du rocher avec ses trous, hein. Il y a même des trous vestiges d'une période où le rocher, où le continent était beaucoup plus bas. C'est après la période glaciaire du Pléistocène, là, qui a eu lieu il y a à peu près, je dirais 16 000 ans, qui s'est terminée il y a à peu près 16 000 ans. Et tranquillement, ben, cette énorme masse de glace sur le continent nord-américain l'a fait baisser d'à peu près 40 mètres pour ce qui est de percée. Et là, à ce moment-là, ben, le rocher était tout simplement en affleurement d'eau, là, tu sais, c'était juste une petite île. Puis tranquillement, en remontant, ben, la dynamique des vagues ont fait en sorte de dégager certaines parties qu'on appelle des trous fossiles, entre autres. Les gens pensent que c'est de l'infiltration d'eau, là, un peu comme une doline, mais en fait, non, c'était vraiment à l'époque, il y avait une partie plus fragile dans ce coin-là, puis elle a été surexploitée par les vagues, là. Après ça, quand on fait le tour de l'île Bonaventure, on voit bien les structures de ce conglomérat avec les alternances conglomérat-grès, où les larges tablettes là, permettent justement aux oiseaux marins, qui sont les vedettes de notre parc, d'y nicher pendant la période estivale. Tous les jours, on a une activité randonnée guidée qui commence à 10h15 et qui prend 1 heure. Alors, on a un petit volet géologique où on parle justement de l'installation de l'île Bonaventure, du Rocher Percé. On a des causeries de soirée, dont l'une que je donne sur la géologie de la Gaspésie et de Percé en particulier. Donc, une forme d'évolution du tout début de la formation pour arriver aujourd'hui puis avoir un continent qui était en fait un fond d'océan. Sinon, on change de sujet. On parle des baleines aussi, des phoques, des oiseaux, des étoiles et aussi des chauves-souris, là, qui est une forme de mammifère qu'on retrouve à l'île Bonaventure ou dans le parc. Alors, vous avez une colonie de foot-bassins, c'est bien ça? Oui, un oiseau marin qui se retrouve surtout dans l'Atlantique Nord. Nous, ici, on est à 35 000 couples. On a déjà atteint près de 60 000 couples en Mmh. 2009. On avait une succession de mauvaises périodes, je dirais, de productivité du Golfe Saint-Laurent, mais aussi la grippe aviaire qui nous a touchés Mmh. dans les 2 dernières années, ont anéanti 26% de la colonie. Mmh. Et il y en a aussi en Islande, il y en a en Écosse, dont la plus grande colonie est le rocher de Bass, d'où le nom de fou de Bassan. Ah, Donc c'est le pour ça. rocher de Bass qui est au Mmh. large d'Édimbourg et qui est accessible, mais en bateau. Nous, la particularité, c'est que notre colonie est accessible
à côté, à 1 mètre de vous, vous pouvez voir des poussins et Mmh. la colonie s'étale sur 2 tiers là, du plateau supérieur. Alors, quand Ouais. les gens viennent, ils font comme, même les Gaspésiens ou même les Québécois disent, mais je savais pas ça qu'il y avait ça ici, là. Mmh. C'est vraiment spectaculaire. Puis on a des chercheurs là, de l'Université du Québec à Rimouski ou encore du Service canadien de la faune qui viennent régulièrement pour faire des inventaires, de l'échantillonnage, parce qu'on étudie toujours le même oiseau qui revient chaque année à son même nid. Fait que c'est ce qui est intéressant pour Mmh. cet oiseau-là. Ils viennent ici, mais ils repartent à la fin du mois d'octobre et ils retournent dans le sud, au large des côtes de la Floride. Et ils reviennent ici à chaque printemps, vers la fin mars, début avril, puis ils recommencent le cycle de reproduction comme ça. Ou au D'accord. moment où le pic de productivité du golfe Saint-Laurent permet de se nourrir facilement tout proche, peu de prédateurs, des excellents vents là, qui leur permettent de se déplacer efficacement et sur de longues distances. Ah, vraiment intéressant. Avez-vous des anecdotes, autres, en fait, à nous raconter? Durant le régime français, la région de Percé était comme un siège social de la pêche à la morue pour les pêcheurs bretons, normands et basques qui venaient ici. En fait, dès la présence d'un explorateur qui s'appelait Jean Cabot ou Giovanni Caboto, il est venu en 1497 et il disait que son bateau avait de la misère à avancer tellement il y avait de poissons. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que les histoires de pêcheurs ont commencé, mais il disait qu'il avait à peine besoin de mettre une chaudière à l'eau et qu'il remontait du poisson, un Mmh. cabillaud. Et après ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que les Basques connaissaient déjà bien la pêche à ce poisson-là. Et c'était une denrée très en demande en Europe, surtout les pays catholiques, Italie, Espagne, Portugal, mangeaient de ce poisson salé séché-là. Bon, bien sûr, ils ne le mangeaient pas comme ça, mais c'était la conservation. Le poisson gaspésien était reconnu comme un des meilleurs au monde parce que le vent du sud, doux, ainsi que le soleil, permettait de mettre moins de quantité de sel, de sécher plus rapidement, ce qui faisait un produit de qualité. Comparativement, mettons, à Terre-Neuve, qui font une excellente morue, mais qui, à cause de l'humidité et des brouillards, faisaient en sorte qu'on devait mettre plus de sel, donc risquer de brûler la chair du poisson. Les Français, Bretons, Basques et Normands venaient ici pour justement pêcher cette morue-là. Et Percé était vraiment reconnu comme un point central à cause de la configuration sur la pointe, dans le golfe Saint-Laurent. Il y avait plus d'accessibilité pour pêcher une morue plus importante là, en Ah quantité. oui. Au niveau de la géologie, William Logan, qui était le premier directeur, fondateur et directeur de la Commission géologique du Canada, qui est venu ici en 1843. Fait que lui, de ses yeux vus, il a vu le deuxième trou du rocher. 2 ans Mmh. après, c'était l'effondrement. Vraiment, merci beaucoup Jacques, c'était très intéressant. On voit que vous connaissez votre parc. Ben, on essaie. Moi, ça fait une dizaine d'années, mais tous mes collègues, ça fait à peu près 15-20 ans qu'ils sont ici. Fait Ah qu'on oui. connaît bien notre région. Il semblerait qu'il y a 400 000 personnes qui viennent à Percé pour voir le rocher percé. Est-ce que vous aussi, à Percé, vous êtes concernés par le recul du trait de côte? Est-ce que les falaises, la bordure littorale, en fait, évoluent? Oui. Les villages ben, commencent à voir depuis quelques années là, le fait qu'il n'y ait plus de banquise. Il y a des attaques plus importantes, des grosses vagues à l'automne, mais aussi au printemps. Plusieurs personnes ont été obligées de déménager là, ou vont déménager leur maison d'ici les prochaines années. Certaines municipalités ont investi des montants pour aider les gens à se relocaliser Mmh. et ferment définitivement l'endroit où ils avaient construit leur maison. Quelles sont les hauteurs des falaises? Ça varie, je dirais, une centaine de mètres, là. On a quand même, à l'île Bonaventure, des falaises de 100 mètres, Ah mais en oui. moyenne, là, ça varie entre 30 et 60 mètres. Tout dépend. Mmh. Mais souvent, c'est pas accessible, là. La base, la mer est dans ce coin-là. Ah bah, merci beaucoup Jacques, c'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt.